Après cette victoire 3 en match aller à la maison au Parc des Princes, direction Birmingham plus précisément au Villa Park pour aller chercher cette deuxième demi-finale d'affilée en Ligue des Champions. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel avant-match Aston Villa Paris Saint-Germain round 2 de ce quart de finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on est tous dans la même situation, mais j'ai tellement hâte de ce match et en particulier parce que je fais le déplacement, je serai en parkage visiteur au Villa Park. Alors je vous dis ça maintenant en début de vidéo pour vous annoncer du coup que le débrief sortira avec beaucoup de retard parce que qu'importe l'issue de ce match, on rentre directement à Paris, donc je ne pourrai pas vous faire un débrief à chaud, donc mon débrief sortira le lendemain. Bref, on va pas perdre plus de temps, on est directement parti pour le sommaire de cet avant-match. Pour commencer, on va parler des leçons à retenir du match aller. Ensuite, on évoquera pourquoi il faut rester concentré et pas se voir trop vite en demi-finale. Ensuite, je vous donnerai mon 11 de départ si j'étais Luis Enrique, si j'étais sur le banc du Paris Saint-Germain et pourquoi je mets tel joueur sur le terrain et d'autres non. Et puis pour terminer, comme d'habitude, mes pronostics. Alors petite information, si un de ces 4 chapitres vous intéresse plus que d'autres, dans la description, il y a les timecodes avec quand commence chaque chapitre. Voilà, donc comme ça, vous pouvez directement aller regarder ce qui vous intéresse le plus. Et autre dernière petite information avant de débuter cet avant-match et ce premier chapitre sur les leçons à retenir du match aller. À l'heure où je vous parle, Aston Villa est en train de jouer à Southampton. Donc il joue 90 minutes ce week-end après avoir joué 90 minutes contre nous, 90 minutes compliquées au Parc des Princes et avant minimum 90 minutes qui s'annoncent encore une fois très compliqué, donc ils vont avoir les jambes en feu avant ce quart de finale retour. Ils n'auront pas vraiment le temps de faire une vraie coupure comparé à nous, où grâce au FC Nantes qui a accepté de repousser leur match au 22 avril, nos joueurs ont vraiment une semaine, enfin plus précisément 6 jours de repos pour s'entraîner et se mettre en totale confiance avant ce match retour. Donc voilà, c'est un petit peu un avantage qu'on a. On est directement parti sur les leçons du match aller. Alors pour commencer, je vous propose qu'on parle du jeu qu'Aston Villa a produit au Parc des Princes. C'était prévisible. Je vous l'avais dit dans mon avant-match, ils ne vont pas avoir le ballon. On va les surdominer et leur seule possibilité de marquer sera une contre-attaque. C'est ce qui s'est passé. On les a surdominés et leur seule possibilité de marquer, c'était une contre-attaque. Ils ont marqué un but sur une contre-attaque. Mais alors, je ne m'attendais pas à qu'ils mettent autant le bus. C'était même plus un bus, c'était un quart, limite c'était un mur. On est à un stade de la compétition en quart de finale de Ligue des Champions. Je ne m'y attendais pas à qu'ils mettent le bloc, même pas bas, c'était extrêmement bas. Alors, est-ce que leur objectif était le même que Liverpool? Ça veut dire aller au Parc des Princes, encaisser le moins de buts possible pour être dans les meilleures conditions pour le match retour. C'est une possibilité. Alors, est-ce que dans la tête de Unai Emery, ils ont fait une bonne opération pour le match aller? Je sais pas, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors pour revenir sur ce match aller, je vais vous donner quelques statistiques qui prouvent notre surdomination. 795 passes réussies de nos Parisiens, à 205 passes réussies pour les joueurs d'Aston Villa. Sur ces 795 passes réussies de nos Parisiens, il y en a 599 dans la partie adverse, dans la partie d'Aston Villa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand nos joueurs récupéraient le ballon, au lieu de jouer à la baballe et jouer derrière comme nos joueurs, enfin c'est pas les mêmes joueurs, mais comme le Paris Saint-Germain, comme notre club faisait il y a encore quelques années, ils allaient directement vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On n'a pratiquement pas joué dans notre partie de terrain, on voulait seulement jouer dans la leur et tout faire pour marquer. Mais malgré cette surdomination, ils nous ont quand même mis un but. Et j'ai envie de parler de ce but parce qu'il part d'une erreur de Nuno Mendes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas vraiment. On dirait que il fait pas vraiment attention à ce qu'il y a autour de lui et il n'est pas vraiment solide sur ses appuis. Il perd le ballon. Là, ça part directement en contre. Je vous l'avais dit dans l'avant-match, ils vont pas perdre de temps, ils vont pas essayer de jouer collectif, ils vont tout droit devant. Des passes longues, c'est ce qui s'est passé. À un moment, ils sont 3 attaquants pour 2 défenseurs parisiens. Il y a Vitinha qui revient, il y a Hakimi après qui revient. Il y a des joueurs qui reviennent petit à petit parce que la force de ce Paris Saint-Germain là, c'est que c'est un collectif. Il y a un contre, tout le monde redescend. Ça a mis un peu de temps, mais ils sont tous redescendus. Mais ça n'a pas empêché le joueur d'Aston Villa de faire un superbe centre pour Rodgers. Rodgers qui est tout seul parce que Donnarumma était un peu décalé, il n'était pas très attentif. Pacho qui ne marquait pas Rodgers. Pacho qui allait plus soutenir Donnarumma, mais le ballon passe quand même. Rodgers est tout seul et il marque. Sur les 90 minutes, ils ont eu 2 tirs cadrés et ils nous ont mis un but. C'est le même bilan que contre Liverpool qui avait pire, un tir cadré, un but. Et ça, c'est bien une de nos faiblesses et ça montre bien à l'adversaire qu'il n'a pas besoin de nous mettre 30 tirs, d'en mettre 15 cadrés pour nous mettre des buts.
mais que une ou deux, ça suffit. Maintenant, j'ai envie de vous parler de Martinez, parce que on peut le détester. On peut être content de lui avoir mis 3 buts. C'était limite satisfaisant et je suis le premier à m'être foutu de sa gueule et avoir été heureux pendant mon débrief. Mais il faut quand même avouer qu'il a fait son match. Il se prend 3 buts, mais il a fait son match. Les joueurs d'Aston Villa, les supporters d'Aston Villa peuvent remercier Martinez parce que sans Martinez, le score aurait été beaucoup plus sale. Martinez, c'est 8 arrêts dans le match. C'est énorme. Comparé à Donnarumma, qui en a fait qu'un seul. En même temps, il n'y a eu que 2 tirs cadrés, un arrêt de Donnarumma, un but. Voilà. Après, la défense, du coup, aussi a fait son match. Un énorme bloc bas, extrêmement bas, qui a repoussé 11 ballons. 11 ballons repoussés du bloc bas, c'est énorme. Comparé à nous, où notre défense a fait qu'un seul blocage, du coup. Mais, la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on a enfin battu la malédiction des blocs bas. C'est-à-dire que d'habitude, quand on joue contre des blocs bas, on n'y arrive pas. C'est là où on perd des points, c'est là où on perd des matchs, c'est là où on fait match nul, qu'on gagne mais vraiment 1-0, par exemple comme contre le match contre Angers du week-end dernier. Mais là, on a gagné. On a gagné contre un bloc extrêmement bas, on leur a mis 3 buts. Et ça, c'est tellement satisfaisant. On peut être très très content et je trouve que c'est aussi une autre victoire de ce Paris Saint-Germain-là, c'est avoir vaincu un bloc bas. Et pour battre ce bloc bas, il a fallu des grands joueurs, d'une technicité exceptionnelle, des combinaisons incroyables, dans les petits espaces. Ils ont réussi à se trouver, Doué qui a fait une 1-2 avec je sais plus qui, sans le regarder. Ça montre bien que les joueurs commencent, même plus que commencent, ils se connaissent, ils savent se repérer sur le terrain. C'est ce qui manquait en début de saison et c'est ce qu'il y a maintenant et c'est ce qui fait notre force. Aston Villa a seulement réussi 91 passes dans notre partie de terrain. 91 passes sur 205. C'est-à-dire que même pas la moitié de leurs passes sont dans notre partie de terrain. Ça veut bien dire que quand ils ont récupéré le ballon, ils essayaient de sortir de leur partie de terrain, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que j'ai une autre statistique. Il y a eu 9 interventions, 9 interceptions, de nos rouges et bleus. C'est énorme, ça montre bien que quand on perd le ballon, ils ont la rage, tout le monde a la rage d'aller chercher le ballon directement et ne pas subir dans notre partie de terrain. Donc la leçon finalement de ce match, c'est que Aston Villa est venu pour subir. Ils ont subi, on les a surdominés, ils ont eu 2 tirs cadrés, ils ont marqué. Ça c'est le point négatif, mais il faut voir tous les points positifs. Le fait que les joueurs arrivent à combiner sans se regarder. Je refais référence à cette passe de Désiré Doué, ce 1-2 avec je ne sais plus quel Parisien, où il ne regarde même pas son coéquipier. Je pense également à la passe de Ruiz. Il fait une passe à dos. C'est-à-dire qu'il a même pas vraiment regardé où était Kvara. Il a envoyé une super passe en profondeur qui a fait gagner plusieurs secondes très importantes à Kvaratskhelia pour qu'il marque son but. Kvaratskhelia était exceptionnel, Doué était exceptionnel. Je ne vais pas revenir joueur par joueur parce qu'ils étaient tous exceptionnels et ils ont tous fait un super match malgré le bloc bas d'Aston Villa. Et ce qu'on retient, ce qui est positif, cette leçon, c'est que même quand il y a un bloc bas en face, on arrive à créer les occasions, on arrive à créer les espaces pour s'en sortir et c'est ce qu'il n'y avait pas avant. Donc oui, il y a la victoire au match aller, oui, on se donne une très bonne option pour le match retour, mais pour moi, une des principales victoires de ce match aller, c'est avoir vaincu un bloc bas, c'est avoir cassé le mur. On est directement parti pour le chapitre numéro 2. Il faut rester concentré et ne pas se voir déjà en demi-finale. S'ils sont en quart de finale, c'est qu'il y a une raison. Cette saison, dans la nouvelle phase de Ligue des Champions, ils ont fini 8e. 5 victoires, 1 nul contre Turin. Alors oui, c'est pas le grand Juventus de Turin, mais il faut quand même faire un match nul contre la Juventus de Turin. Et seulement 2 défaites. Ce sont 2 défaites à l'extérieur. Ils ont perdu aucun match à domicile. À domicile, en Ligue des Champions, c'est 7 buts marqués pour 2 buts encaissés durant la phase de Ligue. En 8e de finale de Ligue des Champions, contre Bruges, c'est 600 au total des 2 matchs. Aucun but encaissé à la maison. C'est du très très propre. À la maison, ils sont très très solides en Ligue des Champions, mais pas seulement en Ligue des Champions, aussi en Première Ligue. En Première Ligue, à domicile, c'est 8 victoires, 7 matchs nuls, 1 défaite. 28 buts marqués et seulement 15 buts encaissés. Donc à la maison, ils sont très très solides. Ils encaissent très peu de buts, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Donc il faudra faire attention. Cependant là, s'ils veulent créer l'exploit et se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, ils vont devoir marquer. Pour marquer, soit ils restent en bloc bas comme au match aller et ils attendent des erreurs de nos Parisiens pour aller en contre et marquer. Cependant, il faut 2 fois
de la chance, donc c'est un pari à faire, ou alors il faut attaquer. Pour attaquer, il faut sortir le bloc bas, il faut sortir de leur partie adverse, il faut aller créer des occasions, il faut aller créer les espaces, il faut aller créer le but, il faut aller créer l'exploit. Et donc, s'ils font ça, ils vont monter. S'ils montent, ils prennent des risques. S'ils prennent des risques, ils libèrent de l'espace. Et quand tu libères de l'espace pour des joueurs comme Doué, comme Dembélé, comme Barcola, comme Kvaratskhelia, comme João Neves, comme Vitinha, comme Hakimi, comme Nuno Mendes et j'en passe, ça peut faire très très mal. Donc si, en ayant joué bloc bas, ils se sont quand même fait malmener par nos Parisiens, sans espace, parce que c'est eux qui ont créé l'espace, alors imaginez s'ils laissent de l'espace à nos Parisiens. Mais, il faut quand même avouer qu'ils sont quand même très bons défensivement à la maison. Donc, c'est pas parce qu'ils nous libèrent de l'espace qu'ils vont forcément encaisser beaucoup de buts, vu qu'ils sont solides à la maison. Cependant, nous, Parisiens, à l'extérieur, on est quand même très très fort. Et il faudra faire attention, parce que si à la maison, ils sont solides défensivement, mais qu'en même temps, ils arrivent à plus jouer au football, à créer des actions, attention à pas concéder d'erreurs, à pas concéder de contre-attaque et de pertes comme ça. Parce que c'est ce qui peut arriver. Mais je suis quand même très confiant pour ce match retour au Villa Park parce que à l'extérieur, on est extrêmement bouillant. Tout le monde le sait, on perd pratiquement jamais à l'extérieur. Comme a dit Luis Enrique, on va attaquer. Il faudra marquer des buts là-bas. Chaque joueur qui ont pris la parole à la fin du match aller l'ont dit. On ne va pas là-bas pour attendre et pour espérer la qualification. On va là-bas pour gagner. Donc pour conclure, il va falloir rester concentré parce que c'est un match qui va être très compliqué, qui va être intense. Le Aston Villa à domicile ne sera pas le même qu'Aston Villa à l'extérieur avec leurs supporters et ils savent qu'il y a des failles dans notre équipe, ils savent que tout est possible. Pour conclure, ça va être un match très compliqué. Ça va être un match dans un stade où Aston Villa n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions cette saison. Ça va être dans un stade où Aston Villa n'a perdu qu'un seul match en Première Ligue cette saison. Ça va être un match où Aston Villa va jouer différemment qu'au match aller. Ça va être un match où il faudra faire attention. Il faudra faire le moins d'erreurs possible. Si aucune, c'est encore mieux. Et attention aux contre-attaques. Il faudra bien faire du marquage sur tous les joueurs en cas de contre-attaque. Et faire attention à tous les petits détails parce que la Ligue des Champions, c'est des détails. Je vous dis ça, mais je suis totalement confiant. Je fais confiance à Lucho, je fais confiance à nos joueurs, je fais confiance à notre collectif. Le Paris Saint-Germain sera la première équipe à battre Aston Villa au Villa Park en Ligue des Champions cette saison. Vous l'aurez entendu ici en premier. Comme on dit certains joueurs à la fin du match aller, on va là-bas pour marquer et pas pour les regarder jouer. On va là-bas pour chercher la victoire et aller en demi-finale. C'est le seul objectif. Mais pour y accéder, quel 11 de départ? Et du coup, c'est là où on est tous soulagés, c'est le retour de Marquinhos. Voilà, Beraldo, je suis désolé, je t'annonce tout de suite que tu vas retourner sur le banc bien gentiment. Ton match aller était pas catastrophique, mais il y a des moments, on va pas se mentir, j'ai eu peur. J'ai eu très peur et je suis pas le seul à avoir eu peur. Donc pour mon 11 de départ dans les cages, Donnarumma, ça bouge pas. La défense, j'ai même pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà, le retour de Marquinhos. Le soldat, je trouve qu'il fait une très bonne saison. Il a eu quelques phases un peu plus difficiles ces dernières années, mais cette saison et même depuis l'année dernière, il revient en forme et je suis très content d'avoir un capitaine autant déterminé. Il sait que cette année, il y a quelque chose à faire et il va tout faire pour motiver les troupes, il va tout faire pour motiver le vestiaire pour aller chercher cette demi-finale. Ensuite, le milieu de terrain. C'est là où à chaque match finalement on parle, on débat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Doué au milieu de terrain pour que Barcola puisse être titulaire? Qu'est-ce qu'on met au milieu de terrain? Et ben moi je vais mettre ce duo fantastique, ce duo qui pue le football, ce duo qui crée, qui nous fait rêver, qui nous fait lever notre siège. Et ce duo un peu de l'ombre, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, mais Vitinha, João Neves. Vitinha, dernière, on en parlait énormément. Cette saison, on en parle moins. Mais comme a dit Thierry Henry, il joue un autre football. Il joue pas le même football que nous. Vitinha est juste fantastique. João Neves aussi. Et c'est vraiment un duo. En plus de ça, ils jouent en sélection ensemble. Ils sont amis d'enfance, si je dis pas de bêtises. Ce sont deux joueurs très complémentaires qui arrivent à fusionner ensemble. Et voilà. Donc, je les mets évidemment titulaires ensemble. Vitinha avec Neves. Ensuite, je mets Ruiz. Ruiz qui est devenu un peu indispensable. Voilà, il a beaucoup été critiqué depuis qu'il est arrivé. Beaucoup de personnes ont reproché à Luis Enrique de le mettre titulaire. Des reproches qui ont été la plupart du temps justifiés avec tellement d'erreurs techniques de Fabien Ruiz. Mais depuis pas mal de semaines, depuis pas mal de matchs, surtout depuis 2025,
il est très très bon, que ce soit dans la récupération de balles, dans les passes qu'il fait et même dans la façon dont il joue sans le ballon. Donc vraiment, Fabien Ruiz est devenu un indispensable et je le mets titulaire. En attaque, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une attaque 100% française? Est-ce qu'on fait une attaque avec Vara, avec Doué? Est-ce qu'on met Dembélé ou Ramos? Non, ça j'avoue, Ramos, j'aime beaucoup Ramos, mais je l'ai déjà dit, pour moi c'est un super sub, c'est pas un titulaire. Quand il est titulaire, il est toujours moins bon que quand il est sur le banc et qu'il rentre après. Donc je mets Dembélé titulaire en feu numéro 9. Voilà, un match aller assez moyen. En même temps, il n'avait pas beaucoup d'espace. J'ai trouvé qu'il manquait de précision, il manquait quelque chose. Mais il fera pas 2 matchs comme ça. Je suis persuadé qu'il fera un très beau match au match retour, donc je le mets évidemment titulaire. Ensuite, je mets Kvaratskhelia titulaire. Pour moi, c'est devenu aussi un titulaire indispensable. C'est un joueur fantastique. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain au mercato d'hiver, on sent que le Paris Saint-Germain joue différemment. On sent qu'il y a un truc en plus. On sent qu'il apporte vraiment de la technique, qu'il apporte juste avec des petits dribbles courts, avec des petites passes venues nulle part, de la vitesse. Il apporte tellement de choses sur le terrain et il le montre match après match et je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Donc Kvaratskhelia titulaire. Et puis maintenant, est-ce que Doué, est-ce que Barcola? Eh ben je vais mettre Doué. Parce que Doué apporte de la créativité. Doué apporte le dribble qui change tout. Doué apporte de la fantaisie. Doué apporte des passes clés. Doué, Doué, en fait, il a cette insouciance dans les grands soirs, même à tous les matchs, qui est exceptionnelle. Et pour moi, c'est un facteur clé pour créer quelque chose de grandiose à Aston Villa. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi pas Barcola? J'adore Barcola. Barcola est un super joueur. Barcola, il fait le geste qu'il faut. Barcola, il joue pour faire gagner les autres. Il joue pour faire gagner l'équipe. C'est un joueur qui court vite, c'est un joueur qui dribble bien. Mais je le trouve quand même un peu moins, un peu moins régulier que Désiré Doué. Barcola, il est très bon par moment. À d'autres, il est moins bon. À un moment, il redevient très bon. Puis il a une autre petite phase de creux que Doué depuis 2025, depuis le match en fin décembre 2024 contre Salzbourg, si je dis pas de bêtises. Il est exceptionnel et il enchaîne et il est décisif au moment où il faut être décisif. Barcola l'est aussi, mais Barcola l'est moins souvent. Après je dis ça, mais c'est le meilleur passeur de la Ligue 1 cette saison pour l'instant. Donc Barcola est un très grand joueur, j'adore Barcola et je pense qu'il est parfait pour entrer en deuxième mi-temps, pour casser des lignes, pour ajouter de la vitesse, de la fraîcheur en deuxième mi-temps. Et si on mène au score, pour encore plus les... Voilà, vous avez compris. Donc voilà pour ma compo pour ce match retour de Ligue des Champions. Et puis je vais terminer tranquillement avec mes petits pronostics. Alors pour moi, les deux équipes marquent. Il y aura plus de 3,5 buts. Voilà, vous allez voir, il y aura pas mal de buts vu que Aston Villa va plus monter, va essayer de créer des occasions. Ça va aller des deux côtés. Donc pour moi, il y aura pas mal de buts. Ensuite, évidemment, je vois Paris se qualifier. Je vois Vara et Doué décisif. Et je vois Dembélé buteur, vu qu'il n'a pas été buteur au match aller. Il voudra se racheter et aller chercher cette qualification pour les demi-finales pour une deuxième saison d'affilée. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet avant-match. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quels sont vos pronos pour ce match retour. Dites-moi quel est votre compo pour ce match retour. Et dites-moi comment vous envisagez ce match. Pour vous, comment ça va se passer? Comment va jouer Aston Villa? Comment vont jouer nos Parisiens? Qu'est-ce que vous attendez pour ce match retour? Moi, j'attends une victoire net, dans la maîtrise du jeu. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous mercredi pour les débriefs le plus rapidement possible. Je vous assure que dès que je rentre de Birmingham, je tourne le débrief et je vous le poste. Évidemment, on espère que cette soirée soit historique. Profitez bien, que vous soyez supporter parisien. Si vous êtes supporter d'Aston Villa, bon courage à vous. Et si juste vous aimez le foot, bah régalez-vous parce que ce Paris Saint-Germain est juste fantastique. À regarder jouer, c'est tellement agréable, c'est tellement... c'est du football finalement. C'est du bonheur quand on est supporter parisien et même quand on aime le foot en général. Bon match à tous, allez Paris et direction les demi-finales, on croise les doigts.